Grand journal de la RFM. Souleymane Niang. À la une de l'actualité, le grand rush de dernière minute vers les commissions administratives. Au dernier jour de la révision exceptionnelle des listes électorales, nous irons à Kaolack où la préfecture est prise d'assaut. L'opposition réitère son appel à prolonger la période de révision. Dans ce journal, nous reviendrons sur le point de presse du leader de PASTEF et sur l'appel d'Ousmane Sonko à la désobéissance civique. Message passé à la loupe d'analystes politiques. Fan.e Amitié, la commune a un nouveau maire et c'est une mairesse. Djenababa Dem a été élue ce matin par le conseil municipal. À suivre notre reportage au Cesti où le nom de Mamles Camara sera bientôt gravé dans le marbre au fronton de l'école de journalisme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la grande satisfaction des pensionnaires. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons une nouvelle fois du dialogue politique en gestation suite à l'appel du président Macky Sall à toutes les forces vives. Quel impact sur l'unité de l'opposition et particulièrement celle de la coalition Yewwi Askan Wi? Réponse avec nos deux intervenants du jour. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. Le procès des pêcheurs de Kayar et de Mboro a été renvoyé au 5 mai, c'est-à-dire vendredi. C'est le deuxième renvoi de l'affaire. Ces pêcheurs ont été arrêtés et envoyés en prison suite aux violents affrontements qui ont fait un mort et plusieurs blessés. C'était en début avril. La quarantaine de prévenus sont poursuivis pour destruction de biens appartenant à autrui et coups et blessures volontaires, entre autres. Le secrétaire général de PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, quant à lui, auditionné aujourd'hui par le juge d'instruction. Il est en prison depuis le 18 avril dernier pour outrage à magistrat et acte de nature à compromettre la paix publique, entre autres. Il est 12h02 après 27 jours calendaires, un peu moins si on considère les dimanches et les jours fériés. La révision exceptionnelle des listes électorales prend fin ce mardi. Demain, à Kaolack, la préfecture a été prise d'assaut. Certains sont venus s'inscrire, d'autres pour des modifications. Le point avec Fatou Mbow. C'est le grand rush à la préfecture de Kaolack à quelques heures de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Des jeunes, dont la plupart sont des primo-votants, sont venus s'inscrire ce matin. Venu très tôt le matin, Seynabou Diop est plus que jamais engagé à changer le statut non-votant qui figure sur sa carte d'électeur. Je voulais vraiment qu'on change ma carte d'électeur pour que je puisse voter cette année-ci. Le débat sur l'alternance générationnelle, souvent soulevé, mais les profils des dirigeants demeurent les mêmes. Pour ces jeunes, changer la donne est plus qu'une nécessité. Ce 2 mai marque la fin des inscriptions sur les listes électorales. Les adeptes des derniers moments viennent s'inscrire. La commission du département de Kaolack promet de faire le bilan une fois la fin des opérations. C'est le dernier jour, de passer un peu, si on termine, voilà, c'est Fatou Mbow, Kaolack, Radio Futur Média. La révision exceptionnelle des listes électorales prend fin ce mardi. Pas de complications majeures notées par les représentants des partis politiques. Par contre, il y a eu un énorme rush, comme vous venez de l'entendre. D'ailleurs, le PRP de Déthié Fall demande une prorogation du processus Anna Rocha. Le compte à rebours a démarré. Après un mois de procédure, la révision des listes électorales s'achève aujourd'hui. Asba Bakargei, chargé des élections au niveau de Réumi, fait le bilan. Et l'enjeu, c'était d'avoir une représentativité correcte au niveau des 553 commissions de révision des listes électorales au niveau du Sénégal et dans les 41 autres commissions au niveau de la diaspora. Le Réumi a fait l'essentiel vraiment pour avoir une représentation correcte et acceptable. Et qu'il y a eu un rush pour cette année-ci, et depuis même un certain temps, un rush des primo-votants. Et si je vous dis qu'entre 2019 et 2022, sur 37 mois, il n'y avait que 200 000 personnes, un peu plus de 200 000 personnes qui se sont ajoutées sur le fichier électoral, dans le fichier électoral, mais que entre janvier 2022, les élections locales de janvier 2022 et les élections législatives de juillet 2022,
sur uniquement 7 mois, on a constaté un rush. Plus de 400 000 Sénégalais se sont inscrits. Donc, sur 7 mois. Une demande beaucoup trop forte. Les jeunes, surtout, ont fait le déplacement pour s'inscrire au niveau des commissions. Dr Aziz Mbouch, chargé de communication du PRP, demande une prorogation. Nous avons une liste électorale permanente, mais l'inscription est assujettie à une volonté des citoyens. Dès que les citoyens en expriment donc la volonté, l'État doit s'organiser pour permettre l'inscription de ces citoyens sur les listes électorales. Donc, je pense bien, peut-être que si l'État fait le point, et le ministère chargé des élections surtout, je pense bien qu'ils penseront à la prorogation du délai d'inscription. Aujourd'hui prend fin en fait le processus d'inscription, de changement de statut de l'électeur ou encore de modification de l'inscription par le changement de commune ou de lieu de vote. Demain démarre en principe une nouvelle étape de la révision. Et puis notez qu'à l'instant même, le président de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, organise une tournée au niveau d'un certain nombre de commissions administratives de révision des listes électorales. Il se rendra notamment à Tivaouane-Peulh, aux Almadies, à Grand Dakar, ainsi qu'au stade Iba Mar Diop. À noter également la tournée du Parti démocratique sénégalais dans les commissions administratives de Grand Yoff et de Guinaw Rail Sud. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La mairie de la commune de Fan.e a amitié à un nouveau maire. Il s'agit de Dieynaba Badem. Elle a obtenu 26 sur les 46 voix devant le docteur Malik Diop et Mme Kodou Diène. Des jeunes partisans de la candidate malheureuse Kodou Diène considèrent cette élection de Dieynaba Badem comme une trahison. Le sous-préfet Djibi Diallo appelle au calme et demande aux contestataires d'introduire des recours. Salimata Aou. Une élection sous haute tension à la mairie de la commune de Fan.e Amitié. Sur les 3 candidats en lice, Dieynaba Badem de Taxawu Dakar est élu avec 26 voix sur les 46 conseillers. Très émue, elle peine à prononcer son discours. J'ai pas les mots, je suis un peu fatiguée. Je viens de remplacer un jumeau, en l'occurrence Feu, M. Palassan. Je remercie mes collègues, Mme Kodou Diène, adjointe au maire. Je remercie aussi candidat Pam Malik Diop. Docteur Malik Diop de l'APR et Kodou Diène, première adjointe au défunt maire, sont les candidats malheureux. Des partisans de Kodou Diène considèrent cette élection comme une trahison. dañoo war paala war nañ ko wax dëgg yàlla dañ ko war xam nga ay dañoo war monsieur le maire monsieur le maire waxu leen woon lii. Pour le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, l'élection s'est bien passée. Les contestataires n'ont qu'à déposer un recours. Donc, à l'issue de cela, j'ai rapporté les dispositions de l'article 137 et 138 du Code des collectivités territoriales. On a procédé aux différents votes. À l'issue de cela, donc, au deuxième tour, Mme Dieynaba Badem est passée effectivement comme maire. Maintenant, il y a eu peut-être des questions qui ont été posées. J'ai dit qu'effectivement, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contester ou d'annuler une élection. Et cela est du domaine du juge administratif. Donc, à ce niveau-là, ceux qui veulent faire des recours, ils peuvent effectivement le faire, suivant effectivement, n'est-ce pas, les dispositions. Parce qu'il y a eu des contestataires. Bon, de toute façon, il faut le demander. Pour le moment, il y a eu des questions qui ont été posées. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, que j'ai appliqué le code conformément à la loi. La police est venue encadrer l'élection. Le nouveau maire succède ainsi à Palassamb, décédé le 19 mars dernier. Revenons à présent sur le point de presse d'Ousmane Sonko, un discours passé à la loupe des analystes politiques dans ce midi. Le leader de PASTEF a déclaré hier qu'il appelait désormais à la désobéissance civique contre la justice. Il doit comparaître le 8 mai prochain dans son procès en appel pour diffamation, puis le 16 mai dans le dossier des accusations de viol. Mohamed Ali Mouba signe le dossier du jour. Désobéissance civique à la justice que revêt l'oxymore employé par Ousmane Sonko, ne plus déférer aux convocations de dame justice ou se rendre au tribunal, mais s'abstenir de piper mot. Aliou Ndiaye, journaliste, analyste politique.
qu'il a certainement pensé que le fait que ces deux procès puissent se tenir dans un délai aussi réduit montre qu'il y a non seulement un matraquage, mais une volonté de l'enfermer dans une prison judiciaire qui va l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Le combat de la mobilisation citoyenne pour tenter d'avoir l'opinion avec lui. Mais pourquoi faire? Eh bien, en tout cas, la grosse équation, c'est sa représentation le 16 mai devant les chambres criminelles. Hassan Sam, directeur de publication de Réumi Quotidien. Le problème, c'est que je crains également un scénario à la Habré, c'est-à-dire qu'il risque de venir au tribunal parce qu'il sait qu'il ne peut pas ne pas venir. Parce que c'est un procès criminel, donc il risque de venir au tribunal et refuser de parler. Voilà, donc et c'est se taire carrément. Donc cette option-là n'est pas à exclure. Parce que ce que redoute Ousmane Sonko en tant qu'homme politique, c'est justement effectivement qu'il y ait des déballages sur sa vie privée, sur des actes d'éventuels actes sexuels. Si dans le procès de diffamation qui l'oppose à Mamba Niang, Ousmane Sonko a la possibilité de ne pas aller au tribunal, se rendre devant le juge. Dans l'affaire du viol qui l'oppose à l'ex-masseuse Adji Sarr, le leader de PASTEF n'a pas le choix. Il est obligé de s'y rendre s'il ne veut pas y être conduit, contraint et forcé. Si vous n'y allez pas, eh bien, vous serez forcé à venir au tribunal. Donc, vous avez vu le cas Hissène Habré, il y aura un mandat d'amener et on va vous forcer à venir. Maintenant, vous pouvez ne pas parler. C'est ça, oui. Oui, je pense si c'est, à mon avis, c'est plus intelligent de venir et de se taire. Mais Aliou Ndiaye refuse de voir dans le discours du leader de PASTEF une expression totale de radicalité. Ousmane Sonko laisse une porte ouverte au dialogue, malgré tout. On sait que l'Union européenne lui a parlé, on sait que la France lui a parlé, que certainement d'autres puissances qui interviennent au Sénégal lui ont parlé. Il y a Idrissa Seck qui s'est rendu chez lui à l'heure du fête et je suis persuadé qu'il n'est pas le seul à s'être rendu chez lui. Qui connaît comment fonctionne la politique au Sénégal, c'est que la diplomatie souterraine est une partie importante du déroulement des relations politiques au Sénégal. Donc peut-être qu'il veut donner la chance à ces gens-là, il peut leur laisser une porte pour qu'on ne soit pas dans une situation ingérable, qu'on ne soit pas dans une impasse. Peut-être aussi qu'il n'est pas persuadé que s'il donne des mots d'ordre de désobéissance civile, il va avoir le succès escompté. De la désobéissance civile, Ousmane passe à la désobéissance civique contre la justice. Le leader de PASTEF veut résister contre une justice devenue injuste selon lui. À 12h12, un magistrat se prononce sur la proposition de Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, pour une syndicalisation des magistrats à travers une réforme de leur statut. Moustapha Diouf juge inopportune une telle proposition. Il souligne que la loi ne permet pas aux magistrats de se syndiquer. Le magistrat note par ailleurs qu'une syndicalisation peut avoir des conséquences avec la possibilité d'aller en grève. Écoutons Moustapha Diouf avec El Hadj Ndiogou Diène. Il y a déjà un existant, c'est l'Union des magistrats sénégalais, qui est une association de droit privé et qui est destinée à défendre les intérêts matériels et moraux de la magistrature. Mais elle est créée conformément à la loi. Donc, le problème est qu'au sein même de la magistrature, il a parfois été agité, mais là où ça doit être agité, c'est-à-dire en Assemblée générale des magistrats. Et quand vous êtes observateur, vous vous rendiez toujours compte que ça n'emballait pas tellement le plus grand nombre parce que tout le monde se renvoyait toujours à la conformité avec la Constitution et les lois et règlements. Donc, si M. Gassama et les autres estiment que leur magistrature doit aller à ce niveau-là, les leviers, c'est l'initiative législative parce que tout cela est enfermé dans le cadre de loi. À chaque fois que la Constitution annonce une liberté, elle vient dire qu'elle s'exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Et la loi donc vient et restreint conformément à ce qu'elle croit opportun ou pas. Au Sénégal, la loi qui consacre que les magistrats peuvent créer maintenant un syndicat. À partir de ce moment-là, les magistrats seront libres d'en créer un. Mais un syndicat, ça va toujours avec le droit de grève. Tu vois. Mais le droit de grève, ça ne veut pas dire un désordre. La grève, c'est un simple outil de revendication. Ça crée des problèmes ailleurs. Si ça existe au Sénégal, ça va créer des problèmes. RFM, partout. Tout le temps.
Les techniciens supérieurs de santé vont observer une grève de 48 heures à partir de demain mercredi. Ils fustigent le mutisme du gouvernement par rapport à leurs revendications. Il s'agit notamment de leur reclassement et de l'application des accords signés l'année dernière. Écoutons le secrétaire général du syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé, Ibrahim Ndiaye Farba, au micro de Fatumbo. Notre objectif, c'est au-delà quand même de faire souffrir les populations. Parce que nous n'avons pas aucun autre moyen. Mais il faut utiliser quand même tous les moyens possibles. On a fait une autre lettre de relance pour leur demander de nous appeler et discuter avec nous sur la plateforme. On a fait une correspondance adressée au patron des ministres, le Premier ministre. Personne n'a répondu. On a prévu à partir du 3 et 4 de ce mois-ci, une grève totale de 48 heures dans toute l'étendue du Sénégal. Aucun technicien supérieur, aucun spécialiste paramédical ne sera au lieu de travail même. Après plusieurs relances, il n'y a pas eu de réponse de l'autorité. Ils sont restés dans un mutisme total. Nous ne l'accepterons pas parce qu'aujourd'hui, c'est une obligation de nous répondre. C'est une obligation de discuter avec nous. Et nous, la raison véritable même de la création de ce syndicat, c'est en fait le reclassement des techniciens supérieurs qu'on avait laissé en rade depuis très longtemps. Nous, cette question, on ne l'échange à rien. Et nous l'exigeons. Nous avons terminé notre partie du marché. Il reste à l'État de prendre ses responsabilités et de nous reclasser. Venons-en aux travailleurs du groupe Excaf Télécom qui réclament plus de 2 ans d'arriérés de salaire. Malgré les nombreux cas de départ dus à la crise financière, le groupe peine à payer les arriérés, même s'il a échappé à la liquidation tout récemment. Le syndicat en mouvement d'humeur appelle l'État à obliger le groupe de presse à se remettre sur les rails. Plus de 2 ans d'arriérés de salaire, c'est dans cette situation que certains employés du groupe Excaf Télécom vivent après plus d'une quinzaine d'années passées dans la société. Rien ne va plus dans ces différentes entités, que cela soit RDV ou encore DTV. Lansone Djandi est le secrétaire général de Synpix, section Excaf. Qui sont à plus de 2 ans d'arriérés de salaire. Vous comprenez, 2 ans d'arriérés de salaire. Alors, depuis lors, demande à la direction, elle fait des promesses qu'elle n'a jamais tenues. Tout récemment, ce qui s'est passé pour la Corité, la direction avait promis qu'elle allait recevoir de l'argent de l'État. C'était la cession du système de cryptage de la TNT à la TDS. Et qu'elle a promis de payer les arriérés, le passif des travailleurs pour la Corité. Mais à notre grande surprise, nous n'avons pas été payés. Cotisation sociale. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont à la porte de la retraite, mais ils ne vivent pas parce que Excaf n'a rien versé. Et là, on interpelle les presses d'ailleurs. Ce groupe de presse a échappé à une liquidation dans un passé récent. N'empêche, Selek du feu Ben Bassidiagne n'arrive plus à joindre les deux bouts à cause d'une mauvaise gestion. Soutient le syndicat. Le président de la République a fait tout ce qu'il allait faire, mais c'est la direction de Excaf qui n'a pas respecté ses engagements. Elle dit qu'elle n'a pas reçu de l'argent de l'État. Ça, nous, on en doute. Nous, on en doute parce qu'il y a des comportements aujourd'hui que l'on voit et qui ne nous rassurent pas. Ce qui se passe également à la DTV, il faut le dire. DTV, depuis plusieurs mois, les travailleurs sont en cessation de travail. Tout récemment, quand on payait les maudites sommes là, ceux qui sont en grève, la direction a tout bonnement décidé de ne pas leur donner cette maudite somme pour qu'ils aillent passer la Corité. Et c'est aérant. Et on voit, c'est une dictature. Le groupe Excaf emploie près de 400 personnes avec beaucoup de départs enregistrés. Pour ce qui reste, leur avenir est incertain. Soutient-il? Quant à la Poste, elle risque de mettre la main à la poche si elle veut se séparer de toute ou partie de ses plus de 2700 employés. Si le groupe opte pour un licenciement pour motif économique, les agents vont bénéficier d'une indemnité, d'une prime spéciale et d'une priorité d'embauche durant une période de 2 ans. Mais si l'entreprise choisit la voie du départ négocié, tout fera l'objet de discussions entre les deux parties. Les travailleurs bénéficient, quoi qu'il en soit, de cotisations déjà versées. Mamadou Omarba. Le licenciement pour motif économique n'est plus contraignant pour les entreprises depuis 1994, mais le Code du travail continue de l'encadrer. L'employé licencié va bénéficier de certains privilèges. Ndiaga Ndiaye est inspecteur du travail. C'est une rupture entre les deux parties. Mais cette rupture, elle est négociée. C'est pas l'employeur ou le salarié qui prend l'initiative, mais c'est les deux qui conviennent de rompre le contrat à l'amiable. L'employeur paye au salarié un montant pour la rupture amiable du contrat. Donc,
puisqu'on lui paye un montant pour la rupture amiable du contrat, naturellement, il n'a pas droit à des indemnités de licenciement parce qu'il n'y a pas de licenciement, mais plutôt une rupture à l'amiable. Pour ce qui est d'une séparation à l'amiable, les deux parties doivent s'entendre selon Alioune Badara Badji, docteur en droit privé. C'est une rupture entre les deux parties. Mais cette rupture, elle est négociée. C'est pas l'employeur ou le salarié qui prend l'initiative, mais c'est les deux qui conviennent de rompre le contrat à l'amiable. L'employeur paye au salarié un montant pour la rupture amiable du contrat. Donc, puisqu'on lui paye un montant pour la rupture amiable du contrat, naturellement, il n'a pas droit à des indemnités de licenciement parce qu'il n'y a pas de licenciement, mais plutôt une rupture à l'amiable. L'entreprise ne sera plus obligée de verser des cotisations, mais celles déjà faites appartiennent aux employés qui doivent partir. On cotise parce qu'il y a un contrat qui vous lie. Mais puisqu'il n'y a plus de contrat, il n'y a pas de cotisation sociale. Toutefois, les cotisations qui ont été déjà versées vont être maintenues par le salarié. La Poste fait face à des difficultés d'ordre structurel et organisationnel et selon la direction générale, la réduction de son effectif est un des points clés de la restructuration. La mise à terme de certains contrats va donc permettre un allègement de certaines contraintes qui étranglent la Poste. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Soudan, pour commencer, les combats font rage et la situation humanitaire est catastrophique. La communauté internationale s'alarme, les combats continuent de secouer le pays. Les trêves constamment violées, plus de 300 000 personnes ont été déplacées à travers le pays, dont plus de 70% au Darfour. Les combats acharnés donc qui se poursuivent entre l'armée et les paramilitaires en guerre pour le pouvoir et ignorent une trêve constamment violée, alors que la communauté internationale s'alarme d'une situation humanitaire qui vire à la catastrophe. Un habitant de Khartoum a confié à l'agence France Presse qu'ils entendent des coups de feu depuis ce matin, des avions de guerre et des tirs anti-aériens. Les violents affrontements à Khartoum et dans d'autres régions, en particulier au Darfour, ont fait plus de 500 morts et 10 fois plus de blessés selon des bilans largement sous-évalués. Dimanche, une nouvelle trêve jamais respectée a été renouvelée pour 72 heures. L'affaire du massacre de Shakahola au Kenya, les premières autopsies livrent leurs résultats. Elle révèle que sur 10 des 109 victimes retrouvées dans une forêt du sud-est du pays où se réunissait une secte sont décédées par la faim, mais aussi par asphyxie. Lundi, les fouilles ont été suspendues pour cause de fortes pluies, mais les autopsies des corps retrouvés qui ont débuté devraient durer une semaine. Au moins 109 personnes, on le dit, dont une majorité d'enfants sont mortes dans la forêt de Shakahola, où se réunissaient les adeptes d'une secte appelée Église internationale Bonne Nouvelle. Selon un bilan encore provisoire, il y a 2 arrestations. Le pasteur autoproclamé de la secte, Paul Mackenzie Kende, qui prônait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus, et le pasteur Ezekiel Odero, soupçonné d'être lié à cette affaire. Au Burkina Faso, le lanceur d'alerte Wen Puir Charles Saodogo a été libéré hier après 4 jours de garde à vue. Il avait été convoqué jeudi par la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité avant d'être placé en détention, soupçonné d'intelligence avec l'étranger en vue de destituer le régime en place, du moins selon le collectif des journalistes, activistes et personnes influentes de la société civile qui souligne que les charges retenues contre lui ont été abandonnées. En France, François Fillon à l'Assemblée nationale cet après-midi. L'ex-candidat à la présidentielle va se présenter devant la commission d'enquête initiée par leur Assemblée nationale et consacrée aux ingérences politiques, économiques et financières des puissances étrangères. Fillon doit être auditionné sur ses liens avec Moscou et sa présence un temps au sein de 2 conseils d'administration de multinationales russes. La guerre en Ukraine pour terminer, 20 000 combattants russes tués depuis décembre, des estimations des services de renseignement américains, selon un porte-parole de la Maison-Blanche, lequel précise que 80 000 autres ont été blessés au combat. Georges Détié Diop, le journal Inter à l'instant, il est 12h24. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons une nouvelle fois du dialogue politique en gestation suite à l'appel du président Macky Sall à toutes les forces vives de la nation. Quel impact sur l'unité de l'opposition et particulièrement celle de la coalition Yewwi Askan Wi? Réponse avec nos deux intervenants du jour. Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mame Gor Ngom, éditorialiste et analyste politique. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Football, CAN des moins de 17 ans, le Sénégal défie l'Algérie à 16h. Match comptant pour la deuxième journée de cette compétition qui se déroule en Algérie. Les Lionceaux qui font face à une équipe algérienne qui a également gagné son premier match et qui devance donc la différence de but. Les deux équipes vont se disputer la première place du groupe A. Un match que les Lionceaux doivent aborder sans pression et avec beaucoup de réalisme. C'est le conseil que donne Abibou Diouf. Il est formateur, éducateur et entraîneur de football à l'Union sportive thiessoise. Je crois qu'il faut d'abord aborder le match avec beaucoup de sérénité et beaucoup de prudence aussi dans le jeu. Il faut éviter, n'est-ce pas, les erreurs, n'est-ce pas, du match passé contre le Congo. Certes, on pourrait dire que c'était donc le premier match, il y avait peut-être un peu de pression et puis tout ça. Mais aujourd'hui, il va falloir être très très présent, n'est-ce pas, dans le match. Parce que les Algériens, ils voudront, n'est-ce pas, venir, n'est-ce pas, pour donc assurer, n'est-ce pas, tout de suite leur qualification. Et ils jouent à domicile. Moi, je vois que, n'est-ce pas, la pression, ce sera du côté des Algériens. Et nous, donc, il va falloir qu'on soit vraiment très serein, très, très présent, n'est-ce pas, dans le jeu. Nous, toujours, on a commis beaucoup d'erreurs, surtout, n'est-ce pas, dans les transmissions de balles, les passes, les replacements, et puis tout ça. Et ensuite, il va falloir aussi être très, très présent, et puis être vigilant par rapport, n'est-ce pas, à ces Algériens-là. Ils vont nous presser, c'est sûr. Dès le coup d'envoi, ils vont monter sur nous pour essayer de faire la différence le plus tôt possible. Pour qu'on puisse quand même s'en sortir, il va falloir qu'on soit beaucoup plus serein et puis être présent. Il n'y a pas à avoir peur, n'est-ce pas, de l'Algérie ou à avoir, n'est-ce pas, des soucis. Parce que si on arrive, n'est-ce pas, à bien gérer, n'est-ce pas, à bien les contenir, n'est-ce pas, surtout dans les 20 premières minutes, il suffit, n'est-ce pas, que l'Algérie doute. Je crois qu'on peut, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, raison sur eux. L'Algérie donc qui joue contre le Sénégal, match prévu à 16h à suivre sur la radio Futur Média. Congo-Somalie, le match est prévu à 19h Souleymane. Niary Tally retrouve la Ligue 2. NGB a validé son ticket hier après sa victoire sur la Jeanne d'Arc de Dakar par 1-0. 2 journées de la fin des phases de groupe, les Galactiques avec 47 points sont assurés de terminer à la première place du groupe A, qualificatif donc qui est synonyme de montée en Ligue 2. Comment NGB a pu s'imposer chez les amateurs pour retrouver l'élite un an après sa descente? Réponse de son entraîneur qui s'est entretenu avec Soracham. Après 2 relégations successives en Ligue 1 puis en National 1, l'équipe de Niary Tally n'a pas perdu de temps pour revenir dans l'élite. L'entraîneur Pape Sidi Ndiaye, qui a fait 4 saisons avec le club et qui est devenu l'entraîneur principal cette saison, s'en réjouit. Beaucoup de satisfaction parce que c'était pas facile, parce qu'on commençait à travailler sur beaucoup de choses. Mais de mon point de vue, on a eu beaucoup de satisfaction. Coach Ouele Ndiaye, comme l'appellent ses proches, souligne que le retour des supporters et les recrutements en début de saison ont joué un grand rôle dans cette montée en Ligue 2. On a dû recruter plus de 5 joueurs ou 6 qui étaient en L1 et cela nous a aidé parce qu'on a beaucoup bossé sur ça, parce que le président il a mis des moyens, la mobilisation, parce que ça fait un certain temps nous avons plus les supporters comme ils le faisaient avant, mais maintenant on s'est donné la main, toute la population ils sont venus nous accompagner. Sans oublier le soutien des autres clubs de l'élite. Eux ils nous soutiennent parce qu'on a fait des matchs amicaux avec eux, mais chaque match, comme Ice Pekin, ils nous sollicitent, ils nous soutiennent, ils nous disent que c'est pas votre place ici, Niary Tally. Ta place est à L1, de même que Giraffe, de même que Guédiawaye. Cependant, l'équipe de Niary Tally compte continuer son bonhomme de chemin pour retrouver la Ligue 1. L'objectif de Niary Tally, c'est de jouer les grands rôles. Qui connaît Niary Tally, c'est que Niary Tally n'a pas sa place en national. On va essayer de monter le plus rapidement possible. L'objectif, c'est d'aller en L1. Mais en attendant, Niary Tally va terminer le championnat de National 1 avec 2 matchs avant la finale qui va l'opposer au leader de la poule B.
Sur le Tcham, notez qu'actuellement, c'est la Renaissance sportive de Yoff qui est leader avec 43 points, soit 6 de plus que son dauphin, Étoile Lusitana, en cas de victoire. Donc, lors de la prochaine journée, sera l'avant-dernière journée. Les Yoffois vont acter leur montée en Ligue 2, Souleymane. Suite de la 34e journée de la Première Ligue ce soir. Un choc très attendu donc entre Arsenal, 2e, qui reçoit Chelsea, 12e au classement. Notez que donc les Gunners doivent gagner pour retrouver leur fauteuil de leader occupé par Manchester City avec un point de plus que les hommes de Guardiola qui comptent 2 matchs en retard. City donc bien placé pour aller chercher un nouveau trophée donc en Première Ligue. En Espagne, on joue également la 33e journée de la Liga. Notez que le leader, le FC Barcelone, très proche du titre, affronte Osasuna. Le match est prévu à 17h30 et puis le Real Madrid, 2e, se déplace sur le terrain de la Real Sociedad à 20h. Et puis en France, Lens se déplace à Toulouse pour essayer donc de retrouver sa 2e place de Ligue 1, actuellement occupée par l'Olympique de Marseille. C'était le journal des sports présenté par Youssouf Bodian. Merci. Pour moi, RFM, c'est la radio la plus proche de la population. RFM, toujours plus proche de vous. À présent, notre reportage du jour, le CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, qui porte désormais le nom du journaliste Mamles Camara, qui nous a quittés samedi dernier. L'annonce a été faite par le chef de l'État. C'était lors de la réception des cahiers de doléances des syndicats en marge de la fête du travail. Cette décision du président de la République est très bien accueillie par les étudiants et professeurs du CESTI qui estiment que Mamles Camara le mérite amplement au regard du travail que le défunt journaliste a abattu pour la profession. Reportage au CESTI donc, Oumou Kalsoumli. Centre d'études des sciences et techniques de l'information, les étudiants sortent des amphis après avoir fait 2 heures de cours. Pape Ibrahim Ndiaye, étudiant en 2e année en presse écrite, est assis dans la cour de l'école le temps de la pause. Il se dit fier d'apprendre que son école va porter le nom de Mamles Camara. Mamles, c'est l'école en tant que telle, c'est une école. Ça incarne beaucoup de choses sur le plan du journalisme, parce qu'on ne peut pas parler du journalisme au Sénégal, surtout au CESTI. Dès que je suis venu au CESTI, le nom de Mamles Camara ne m'a pas laissé indifférent. Ce n'est pas une personne ex nihilo, donc le nom, il le mérite amplement. Serigne Gakou Aïdara est étudiant en 3e année en télévision. Pour lui, Mamles Camara est une figure emblématique de la presse sénégalaise. Et en tant qu'étudiant, nous ne pouvons que nous en réjouir d'avoir, à côté du CESTI qui est déjà un label déjà construit, y greffer le nom de Mamles Camara. Pour nous, c'est un exemple supplémentaire qui puisse nous dire qu'il est possible dans ce pays-là d'être journaliste, d'être professionnel, de continuer à l'être qu'à ces dernières heures. Il sera difficile de faire du Mamles Camara, mais s'en approcher serait un idéal. Coller le nom de Mamles Camara au CESTI, chose normale, vu que le défunt est un ancien de cette école, de formation, un professionnel chevronné qui a toujours eu l'éthique et la déontologie en bandoulière. Mamoudou Biaye, enseignant en presse écrite. Tout ce qui se fait au CESTI se retrouve dans le professionnel Mamles Camara. Aujourd'hui, que le président en fasse le parrain, je pense que c'est très approprié. Je pense que quelque part, peut-être que c'est sa disparition qui a fait qu'on y a pensé. Mais de son vivant, si on y avait pensé, je pense que si on l'avait fait, personne ne trouverait à redire. Le défunt Mamles Camara a toujours été généreux dans le savoir. Il laisse derrière lui une presse orpheline, professeurs et étudiants prient pour le repos de son âme. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Dialogue politique, l'opposition dans plusieurs États entre les partis politiques qui disent oui sans condition, ceux qui traînent les pieds le temps d'y mettre la forme et ceux qui freinent des 4 frères, les confrères ont fini d'opérer leur classement. Ce matin, sans flanflon ni cotillon, Bosby le jour remarque les voix discordantes et le jeu d'intrigue du palais qui finit par fissurer Yewwi Askan Wi. Les tendances majeures par les acteurs, Khalifa Sall, il y aura dialogue par la force. Le PDS, le oui presque acté ou acté même. Sonko, un dialogue qui n'en est pas un, dialogue destiné juste à me liquider et valider le 3e mandat. Mimi Touré, le PDS est co-organisateur de ce dialogue. Les jeunes du grand parti demandent à Gakou de déchirer gentiment l'appel de Macky Sall. Rewmi Quotidien se place sur le chemin du deal tracé par Mimi Touré et Ousmane Sonko. Wade, la face cachée du dialogue. Le journal pointe ce qu'il appelle le deal Macky Sall-Gorgui Abdoulaye Wade, lequel
Quel deal a précipité d'ailleurs le départ d'Idrissa Seck? Mon confrère note que ça discute à bas bruit entre le pouvoir en place et le peuple du Sopi. Une opposition à 1000 morceaux, résume d'entrée le journal Source. Yewwi Askan Wi divisé sur le dialogue, écrit de son côté le quotidien Khalifatou puis Sonko en nom. Le jeu de calembour est manifeste, la sonorité parfaite. Walfadri note que Macky Sall a fini par les avoir, ces éléments de Yewwi, et c'est l'appât de l'éligibilité qui a eu raison de l'union sacrée du groupe. Le journal disserte en long et à large, explique que Macky Sall a manœuvré fort jusqu'au bout pour sortir sa botte secrète. Quelle alchimie secrète va-t-il mettre en formule pour se dégager de l'étreinte de Dame Justice qui le prend au collet? Ousmane Sonko, qui s'est remis hier plus de 2 heures de temps durant les ménages, a sorti encore l'arme de la résistance avec le modèle de désobéissance civile. Désobéissance à la justice dans Vox Populi, Sonko élève la voix et dit: nous avons décidé d'opter pour une attitude de désobéissance civique contre cette justice injuste. Sonko fait feu de tout bois, relève alors le journal Les Échos. Question: pouvait-il en être autrement? Pas sûr avec le procès ou les procès qui lui tombent sur la tête et surtout le procès du viol qui l'oppose à Adji Sarr devant les chambres criminelles. Il est face à un choix périlleux, énonce textuellement l'Observateur. Et le journal pointe les contre-coups de la posture radicale du leader de PASTEF. Qu'il vente ou qu'il pleuve, le leader de PASTEF a l'obligation de se présenter au greffe la veille de l'audience pour donner les gages de représentation. Égard à un faux bon, le juge pourrait délivrer manu militari une ordonnance de prise de corps pour l'arrêter et le mettre en lieu sûr pour s'assurer qu'il sera bel et bien le jour J à la barre. Hier, les syndicats, eux, étaient au Palais de la République pour la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances du 1er mai. Macky a été interpellé, mis au défi même, selon Sud Quotidien, de faire encore un effort pour les travailleurs. Mais le confrère remarque que le président de la République a été catégorique. Pas d'augmentation de salaire à l'horizon, l'État a atteint ses limites objectives. Selon le journal Les Échos, Macky a demandé au gouvernement de sévir contre les grévistes. Désormais, un jour de grève équivaut à un jour sans salaire. Mamles Camara et le salaire du salut, le CESTI portera désormais le nom de l'illustre disparu, l'illustre journaliste rappelé à Dieu à samedi dernier. Ainsi en a décidé le président Macky Sall. Titre d'enquête: L'Est ne tombe pas. Non. Le ministre de la Communication Moussa Bocar Thiam confie à nos confrères d'enquête que sur l'éthique et la déontologie, Mamles ne transigeait jamais. Laisse incarner à la fois le journaliste et le journalisme, résume d'un trait Mamoudou Ibra Kane, un de ses disciples. Et puis sport pour boucler à la une du journal Stade Quotidien Europe. Boulaye Jackson Bamba Iliman, le Quator, gagnant du week-end. Boulaye est entré dans l'histoire de la Salernitana. Iliman Ndiaye a été élu le MVP de Sheffield. Jackson Nicolas, premier doublé en Liga. Bamba a écœuré Mbappé et Messi au Parc des Princes. Le journal Record nous dit que Bamba a conquis le Parc des Princes. Il a marqué. Son club Lorient a gagné par 3-1. CAN U17 tombeur du Congo d'entrée. Les Lionceaux défient l'Algérie ce mardi. Renseigne Record. Et puis sous le lambe, après 12 minutes seulement de chaudes empoignades, Quench enfonce la Rose. 4e défaite de rang du Cobra de Fass. Bonjour à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous débattons aujourd'hui du dialogue politique en gestation suite à l'appel du président Macky Sall. Quel sera l'impact d'un éventuel dialogue sur l'unité de l'opposition et particulièrement sur l'intégrité de la coalition Yewwi Askan Wi? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes avec nos 2 intervenants du jour. Monsieur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Moussa Diaw, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes également avec notre confrère Mame Gor Ngom, éditorialiste et analyste politique. Mame Gor Ngom, bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, la question qui s'impose, c'est Moussa Diaw, la coalition Yewwi Askan Wi et plus généralement l'opposition
politique sénégalaise peuvent-elles toutes les deux sauver l'essentiel, c'est-à-dire leur unité, ou est-il trop tard après cet appel du président Macky Sall au dialogue? Est-ce que le président Macky Sall a déjà atteint le but visé, si tant est que ce fut justement son objectif de diviser l'opposition en lançant son appel? Je ne crois pas, mais je pense que qu'un dialogue politique est souhaitable dans une démocratie, parce que il permet de régler des questions de fond, de trouver un consensus entre les différents leaders afin d'avoir vraiment un climat serein dans le fonctionnement de la démocratie ou de l'état de droit. Maintenant, ce dialogue-là est diversement apprécié dans l'opposition, notamment au niveau de Yewwi Askan Wi. Une partie, on peut dire, Ousmane Sonko a répondu qu'il ne participera pas à ce dialogue, tout comme Aminata Touré. Mais de l'autre côté, vous avez Taho Dakarou, le leader Khalifa Sall, le maire de Dakar, et qui donne son avis favorable à ce dialogue-là. Mais cela ne veut pas dire que l'opposition va imploser. De toute façon, les appréciations des uns et des autres et fonction, bien sûr, des enjeux et fonction aussi de leur analyse de la situation politique et des pratiques politiques auxquelles ils sont habitués. Donc, ça veut dire que ce dialogue-là risque d'être un dialogue de plus, parce que si une bonne partie de l'opposition, notamment le parti de PASTEF, que l'on considère comme étant la tête de proue de l'opposition, ne participe pas, ça risque d'effriter le sens que l'on donne justement au dialogue, ou bien les objectifs qui est attendus de ce dialogue-là. Pour certains qui considèrent que le président a réussi, c'est une stratégie pour diviser, c'est vrai que il y a une différence d'appréciation et de positionnement au sein de l'opposition. Mais quant à voir le résultat, reste encore à savoir si le dialogue politique tel qu'il est posé, avec bien sûr apparemment deux thématiques, on parle de parrainage et de l'éligibilité d'un certain nombre de leaders qui sont confrontés à des problèmes judiciaires. Il me semble que quand il y a le politique, devrait être ouvert. Il devrait y avoir une concertation entre les différents acteurs pour pouvoir, bien sûr, chacun apporter des propositions pour qu'on puisse trouver un consensus. Et c'est ce que le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, a dit hier, lors de son point de presse. Justement, Mame Gor Ngom, certains soupçonnent le président d'avoir cherché à isoler Ousmane Sonko de sa base, disons, partenariale au sein de l'opposition, c'est-à-dire la coalition Yewwi Askan Wi, puisque une partie des membres de cette coalition, des responsables de cette coalition, sont d'ores et déjà d'accord pour participer à ce dialogue s'il devait se tenir effectivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Moussa Diaw sur le fait qu'on peut participer, les uns en tout cas, participer au dialogue, et tout en sauvant justement cette unité au sein de la coalition Yewwi, ou pour vous c'est mission impossible? Je suis du même avis que le professeur Moussa Diaw, parce que contrairement à ce que certains pensent, à ce que certains disent, l'opposition n'a pas forcément les mêmes idées à défendre, les mêmes positions. Et l'opposition dans un pays démocratique, dans une société démocratique, ne doit pas s'entendre sur tout et sur tous les sujets. Chacun en fonction de ses desiderata, en fonction de ses intérêts, peut analyser la manière dont elle va agir pour dialoguer ou ne pas dialoguer. Si on sait que Ousmane Sonko, lui, il a son propre style et son parti, et qu'il assume, peut-être c'est la radicalité, et il l'assume,
Et peut-être ce style aussi est lié à son parcours, à ce qu'il vit. Il prétend à tort ou à raison qu'il a été victime de certaines injustices, d'un certain acharnement. Donc, Ousmane Sonko ne peut pas avoir la même position que Khalifa Sall, qui est certes victime. Mais est-ce qu'il n'y a pas une base commune, voire une ligne rouge, notamment la participation du président Macky Sall, éventuellement, à l'élection présidentielle, puisque c'est une revendication forte commune de l'ensemble des composantes de Yewwi Askan Wi. Est-ce qu'une participation au dialogue et notamment à la discussion sur une éventuelle participation de Macky Sall à cette élection ne serait pas justement un motif sérieux de rupture entre les différentes composantes de la coalition, voire de l'opposition? Déjà, le constat qu'on fait, c'est ce qui est à l'origine du dialogue. Avec le constat, on se rend compte que notre démocratie danse le scalp. Un pas en arrière, un pas en avant. Aujourd'hui, si on sait qu'à quelques mois des élections, d'une élection présidentielle très importante, on ne sait pas qui va participer à cette présidentielle. On parle aujourd'hui en 2023 de troisième mandat, alors qu'on pensait que le problème était réglé depuis 2011, depuis 2012, que le problème a été réglé depuis 2016 avec ce fameux référendum. Aujourd'hui, on est arrivé à la case départ, on ne bouge pas du tout, c'est une démocratie qui ne bouge pas. Donc, on se rend compte de plus en plus que les choses ne sont pas simples et que ceux qui disent que le pouvoir a intérêt à faire un dialogue, à organiser un dialogue pour fragiliser l'opposition n'ont pas tout à fait tort. Parce que dans une démocratie normale, aujourd'hui, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Donc, que Ousmane Sonko dise que le dialogue se fait en sa défaveur, on ne peut pas tout à fait dire qu'il ne dit pas la vérité. On ne peut pas tout à fait dire que, de manière péremptoire, qu'il agit pour ses propres intérêts et qu'il peut aveuglément aller répondre à ce dialogue. Du côté du PDS, ils ont été certes victimes de ça. En 2019, ils n'ont pas eu de candidat. Khalifa Sall n'avait pas de candidat, n'était pas candidat. Aujourd'hui, lui aussi, il se dit que le pouvoir aussi, la politique, ce sont des intérêts à défendre. Il a des intérêts à défendre, il a une partition à jouer. Il a dit clairement que l'essentiel pour lui est de participer à la présidentielle de 2024. Et le chemin pour participer à cette présidentielle, pour lui, il est réaliste, c'est de participer au dialogue. Donc, les politiciens, les hommes politiques ne sont pas des enfants de cœur. Chacun peut défendre ses intérêts, mais l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi, n'est pas une coalition qui est faite pour s'entendre sur tous les sujets. C'est tout à fait normal. Et c'est pas la première fois, effectivement, que des coalitions de l'opposition sont en but à des équations assez difficiles à résoudre, mais bon, parfois elles s'en sont sorties. Et bien justement, Moussa Diaw, comment résoudre cette équation? Est-ce qu'il est envisageable que Yewwi Askan Wi se présente à ce dialogue au nom et pour le compte de toutes ses composantes et porte les revendications des uns et des autres, quoique ces revendications puissent être parfois contradictoires, parfois moins, mais est-ce que, par exemple, Yewwi Askan Wi peut parler au nom de Ousmane Sonko et de Khalifa Sall et des autres candidats aussi, Déthié Fall et d'autres, Gakou, qui sont membres de la coalition Yewwi Askan Wi? Est-ce qu'ils sont obligés d'y aller chacun individuellement ou est-ce qu'il peut y avoir une plateforme commune portée par Yewwi Askan Wi à ce dialogue-là? De la stratégie qui sera choisie au niveau de Yewwi Askan Wi, en tenant compte des diverses positions des uns et des autres. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que ce dialogue-là ne soit pas un dialogue de plus. Et que d'ailleurs, pourquoi la réticence d'un certain nombre de leaders de l'opposition comme
comme Ousmane Sonko et Aminata Touré, c'est parce que des actes forts n'ont pas été posés au préalable. Parce que si on va aller dans le sens du dialogue, c'est d'abord pour l'apaisement. Pourquoi y a-t-il pas de mesures immédiates pour libérer les opposants, les leaders de PASTEF et d'autres acteurs, par exemple des acteurs médiatiques, dans le sens de l'apaisement. Je pense que s'il y avait des actes forts posés concrètement, ça aurait pu permettre de décanter la situation et à ce moment-là, il y aurait possibilité aux autres qui sont méfiants des stratégies du président de la République, parce que tout cela, il n'y a pas de confiance. C'est la confiance qui manque entre les leaders politiques. Et plus profondément, se pose aussi une question cruciale dans le système politique sénégalais et plus généralement africain. C'est d'abord le sens qu'on donne à la politique et les pratiques politiques aussi. Parce que la politique, c'est pas seulement une histoire de se pérenniser au pouvoir, ça demande, ça exige un certain nombre de comportements et d'adhésion à des principes et à des règles du jeu, et de les intérioriser. Et c'est ça qui manque, à mon avis, dans la conception qu'on a de la politique, et les pratiques politiques diversement appréciées contribuent donc à créer ce climat de tension, de rivalité qui existent souvent et qui traversent le clivage politique entre Sénégalais. Merci Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mame Gor Ngom, quelle stratégie pour se sortir de cette sorte d'impasse pour la coalition Yewwi Askan Wi et l'opposition? Comment se sortir de ce qui semble être justement une offre politique un peu piégeuse de la part du président de la République? Je pense qu'il faut être sérieux et assumer les responsabilités. Cela veut dire que chacun défend ses intérêts, mais il y a un point commun, c'est-à-dire au niveau de la F24, il y a cette histoire de troisième candidature. Il y a aussi le problème des libertés individuelles et des libertés politiques qui sont mises en jeu. Il y a d'autres problèmes autour desquels l'opposition doit s'entendre. C'est-à-dire comment faire pour une élection apaisée, comment faire pour que tout le monde participe à cette présidentielle. Parce qu'une présidentielle aussi doit être inclusive. On ne peut pas aller à une présidentielle, à une élection présidentielle aussi importante et vouloir exclure certains hommes politiques. Je pense que ça, c'est un dénominateur commun. Pour le reste, chacun assume ses responsabilités, chacun défend ses intérêts et le pouvoir aussi va jouer sa partition si réellement le dialogue est sincère. Parce que l'essentiel en démocratie, c'est qu'on puisse s'entendre autour de l'essentiel, qu'on puisse s'entendre autour de ce qui peut faire avancer les choses. Et si des deux côtés on est d'accord sur ça, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Merci. Mame Gor Ngom, éditorialiste et analyste politique. À 12h51, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Alioune Ba, digital Yassine Pouy, à la production Matar Samb. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes. Au revoir.